Younes, Awe, Awe Omnes. Venez avec moi, cet été on part à Vienne. On va y découvrir ses monuments, ses palais, ses empereurs, sa valse, sa musique de Strauss et sa célèbre choucroute. Mais non, Vienne en Isère, c'est plutôt un festival de jazz et des monuments antiques à gogo. Comment la ville de Vienne témoigne-t-elle de la romanisation de l'Empire ? Avant même la conquête de la Gaule, les Gaulois à l'Aubroge commerçaient avec les Romains grâce au Rhône, véritable autoroute de l'Antiquité. De grands entrepôts, longeant le fleuve, servaient probablement à rassembler du blé, constituant l'impôt versé à Rome. Ces immenses auréats ne sont plus perceptibles, mais des entrepôts, plus petits, sont encore visibles sur l'autre rive, à Saint-Romain-en-Galles. Si le vin méditerranéen et les marchandises lointaines étaient acheminées par voie d'eau, les marchandises locales et les légionnaires pouvaient aussi arriver par la terre. La ville était un important nœud routier, grâce au pont qui permettait de relier les Alpes au Massif central, ainsi que la Méditerranée au nord de la Gaule. Avant d'arriver, les voyageurs connaissaient la distance jusqu'à la prochaine ville grâce à des bornes milliaires. On pouvait ainsi savoir que l'Ogdenum était à 20 000 Romains, soit 30 km de Vienne. Ces deux localités sont des ciuitates, autrement dit des cités, centres d'un pouvoir politique. Depuis l'édit de Caracalla en 212, tous les hommes libres ont obtenu la citoyenneté romaine, à l'image du Gaulois Caius Iulius Pacatienus, dont voici la statue. Ce Gaulois adopte le mode de vie des Romains en donnant une consonance latine à son nom. Il est également vêtu entièrement à la romaine avec sa toge. Influencés par la nombreuse communauté grecque, les Viennois se rassemblaient dans un boulotarium. Les gradins, encore perceptibles sur ce mur, permettaient d'accueillir les représentants de tout le territoire de la cité. Les vestiges de ce bâtiment sont bordés par deux arcades. La plus large marquait l'entrée du forum, grande place publique qui était le poumon de la vie économique, religieuse et politique de toute ville romaine. L'arcade de droite correspond à l'extrémité sud-ouest de la basilique, vaste bâtiment administratif accueillant les assemblées politiques, les tribunaux, mais aussi parfois des boutiques. Les têtes sculptées représentent, selon les dernières interprétations, Acheros, dieu du fleuve. Cette basilique faisait d'ailleurs face au temple d'Auguste et Livie qui trônait au centre du forum. En effet, l'empereur et sa femme étaient divinisés et leur culte répandu dans tout l'Empire. Si la statue du divin empereur n'était pas visible de tous, les passants pouvaient lire les inscriptions placées en son honneur sur le fronton. Le culte impérial était également rendu dans un sanctuaire sur la colline du Pipé, dont l'esplanade surplombe la ville de près de 80 mètres. D'après cette inscription, une prêtresse avait offert la toiture en bronze du temple
ainsi que des statues des divinités Castor et Pollux, Hercule et Mercure. Enfin, une statue monumentale de la déesse Junon proviendrait de la colline Sainte-Blandine. Les Viennois honoraient également les dieux romains dans des édifices de spectacle. Nous sommes maintenant dans le théâtre antique. Avec ses 12 000 spectateurs, il est le deuxième plus grand de Gaule. Même s'il a perdu son mur de scène, on devine encore la frise dédiée à Bacchus, dieu de la fête et de l'ivresse. Les acteurs, cités dans cette stèle, y exerçaient leur art. Avec Lyon, Vienne était l'une des rares villes dotées d'un autre petit théâtre, appelé Odéon. Le public, de 3000 personnes, y écoutait des déclamations de poésie ou des chants. N'oublions pas les dieux du stade. Comme le montrent les peintures des termes des lutteurs à côté desquels les sportifs nus devaient s'entraîner, mais aussi cette riche mosaïque représentant les athlètes lançant un disque. Mais le plus grand édifice sportif était surmonté d'une pyramide. Celle-ci est toutefois un modèle réduit, mais elle formait la principale décoration du cirque. Point de clown, ni d'équilibriste sur cette piste, mais des courses de chevaux qui opposaient 12 équipages. Les 15 000 spectateurs misaient alors sur l'une des 4 factions qui s'opposaient. L'amphithéâtre n'a pour l'instant pas été retrouvé, mais ces quelques représentations permettent d'imaginer les combats de gladiateurs. Au total, on estime que 80 000 tonnes de calcaire furent utilisées pour édifier tous ces monuments publics. Hein? Alors ils sont fous ces Romains! L'opulence de Vienne se retrouve de l'autre côté du fleuve, dans l'actuelle ville de Saint-Romain-en-Galles. La richesse est visible avec les thermes, lieux de détente et de baignade. Aujourd'hui, appelé Palais du Miroir, on y a retrouvé la célèbre Vénus accroupie, désormais conservée au Louvre. Le quartier était également le lieu de résidence de riches marchands construisant de grandes villas à la mode romaine, avec colonnes en marbre entourant des jardins intérieurs. On y a retrouvé, comble du luxe, des fontaines privées à l'intérieur des maisons. Ces riches bâtisses, dont la surface dépassait parfois 2 hectares, étaient tout aussi remarquables pour leurs précieuses mosaïques, ainsi que leurs thermes privés avec chauffage au sol. Les fresques murales recouvraient de nombreux murs, jusqu'aux latrines publiques. Au final, la cité de Vienne, ancienne capitale des Gaulois allobroges, s'est formidablement développée avec la Pax Romana et le développement du commerce dans tout l'Empire. On y retrouve tous les bâtiments d'une ville romaine et les habitants adoptent le mode de vie des Romains. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Allez, omnes.